On s'attendait forcément à ce genre d'attitudes parce que ça devait être conséquente au retrait de forces de l'EAC, lesquels retraits jusqu'à présent, vous savez, en matière de la défense, on n'a pas tous les éléments, mais il n'est pas interdit de faire des analyses. Pour nous, nos analyses étaient que notre gouvernement devait être capable d'avoir anticipé ce genre de faits, avec des conséquences, par exemple, quand les forces de l'EAC se retirent, qu'on ait encore une autre force conséquente capable de remplacer ces vides-là. Deuxièmement, anticiper sur tous les éléments de renseignement qui pouvaient être partagés. Vous savez, les forces de l'EAC cohabitent depuis longtemps avec le pays, le Rwanda, pays que nous citons comme agresseur. Et d'ailleurs, c'est pour ce genre de choses que le gouvernement, à un certain moment, a jugé que les forces cohabitaient ensemble. Et si ces forces cohabitaient, donc il peut y avoir des partages de renseignements et plusieurs autres éléments, ce qui semble ne pas être à notre faveur en cette période, parce qu'à la veille seulement des retraits de 100 éléments de forces kenyanes, il y a ça qui est maintenant sous menace. Il y a maintenant certaines indiscrétions qui disent que Kunda serait revenu au front. Donc tous ces éléments, ça montre une configuration qu'après leur sortie, le gouvernement devait anticiper cela avec des mécanismes offensifs à tous les niveaux. Oui, vous voyez, la guerre se joue aussi actuellement, la guerre asymétrique, c'est aussi au niveau même de la frustration, la peur que vous assignez à votre ennemi, ou bien au cas adverse. Ce genre d'attitudes, c'est effectivement pour créer la peur. D'où notre appel à toute la population d'être soudée, de garder le calme, et aussi notre appel au gouvernement congolais de prendre des mécanismes pratiques en cette matière, parce que nous saluons la décision du gouvernement de la République de ne pas renouveler les mandats, mais il est encore plus préférable de prendre ce genre de décisions avec des stratégies pratiques. Par exemple, le fait de renaître certaines figures classiques de la rébellion du M23, ça montre à suffisance qu'il s'attendait qu'au retrait des forces de l'EAC pour pouvoir appuyer avec force. Donc, ceux qui peuvent plus nous garantir la stabilité et l'équité, c'est notre armée et notre gouvernement, à travers des stratégies qui doivent mettre contrecarrer aussi ces genres de stratégies. Nous apprenons qu'il y a des populations qui quittent déjà Mweso, qui se dirigent vers Sake, des populations de trop, d'autres qui continuent à croupir dans des camps de déplacés. Avez-vous un petit mot au gouvernement congolais? Et comment, juste à la veille des élections en RDC, il y a il y a le retrait des forces de l'EAC, bien évidemment, mais également frustration de cette guerre nous imposée? Le mot que nous avons à dire au gouvernement congolais, c'est que nous devons tous être comme un seul homme à travers la conscience nationale. Lorsque nous avons la conscience nationale, ce qui fait que la personne qui se trouve à Mweso déplacée aujourd'hui, nous devons ressentir la même douleur que la même personne. C'est la conscience nationale qui va nous pousser à voir cette femme qui vient de mettre au monde dans les clan de déplacés ici, quand tu plais, ne sait pas comment se tenir avec le nouveau-né. C'est cette conscience nationale qui va nous animer tous, qui va motiver plus d'une personne et considérer cette guerre comme une guerre du Congo, dans le vrai sens, au profond. Que ça ne reste pas sur le thématique et pourtant dans les fonds, les politiciens sont accrochés aux intérêts plus populistes et électoralistes. Et pourtant, les enjeux que nous traversons, ce sont les mêmes enjeux que traversaient les Ukrainiens il n'y a pas trop longtemps. Là où nous avons vu même des musiciens laisser la musique, même des joueurs quitter des grandes sélections pour aller combattre pour leur pays. Mais au Congo, on a tendance à voir des discours sur la radio et dans le fait, c'est le contraire. On a tendance à voir des grands événements artistiques qui ne coïncident à rien avec ce que nous traversons. Quand même 6 millions de morts, c'est trop. C'est le deuxième conflit meurtrier après la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous comprenez que nous devons avoir cette conscience nationale qui doit tous nous appeler à aller plus loin, qui doit tous nous appeler à nous unir et à voir ça comme le seul problème. C'est un exemple qui est toujours dit dans nos traditions africaines. Si un serpent entre dans ta maison, tu ne vas pas fêter. Tu vas t'arranger à tuer le serpent pour fêter après. Donc c'est un peu ça. Donc nos politiciens doivent être conscients du mandat que nous leur avons donné. Ils doivent nous être redevables quant à ça. Selon le politologue, la meilleure des formes de négociation, c'est l'imposition de la guerre. Pensez-vous qu'il n'est plus temps
de pointer le Rwanda du doigt, mais plutôt de l'imposer la guerre afin d'en finir une fois pour toutes? Moi, personnellement, nous l'avons toujours suggéré parce que dans des questions d'intégrité territoriale, là, ça ne se négocie pas. Vous aviez violé les limites, les frontières d'un pays, c'est de l'inconscience. Moi, je prends la RDC comme une mère patrie. Supposons votre maman qui est violée par un voisin. Tu n'as pas à poser des questions si tu vois les voisins qui violent ta maman. Notre mère patrie, c'est la RDC qui est violée. Le fait de violer nos frontières, c'est violer notre mère patrie. Il n'y a pas à poser 2 ou 3 questions. Nous devons avoir une mesure conséquente face à cette agression. Et cette mesure conséquente ne doit passer uniquement que par nos forces armées. Donc c'est dans ce sens que nous disons qu'il est temps de prendre les taureaux par les cornes, il est temps de prendre les responsabilités en main. Et on peut beau dénoncer, parce que tout le monde l'a dit, les rapports des Nations Unies l'ont montré. Il y a en 2019, il y a eu un rapport des Nations Unies qui a montré à suffisance que c'était James Kabarebe qui était le cerveau du M23. Les rapports encore ici récemment des Nations Unies l'ont démontré. Il y a des images de drones. Donc on a suffisamment d'éléments qui peuvent nous donner les droits des riposteurs en légitime défense. Voilà, nous sommes dans la période des campagnes. Les gens semblent ignorer et oublier que nous sommes en guerre. Comment vous jugez aussi cette situation? Bon, moi personnellement, cette situation électorale tombe malheureusement à une date vraiment, bien, ça coïncide, hein, malheureusement, une situation très malheureuse que nous traversons. Mais c'est ça aussi les problèmes. Dans tout le message des politiciens, ils ne s'avouent qu'aux critiques individuelles. Ils ne construisent rien par rapport aux problèmes que nous traversons. C'est connu de tous que le problème de la RDC commence en priorité par l'insécurité, commence par les sociales, les sous-développements. Mais ils construisent leur argumentaire sur des critiques. Et pourtant, moi, je sais scientifique et je suis que les grands esprits discutent des idées, pas de personnes. Et c'est à travers ces idées que nous pouvons résoudre certains problèmes. Par exemple, l'insécurité. Il y a des idées que nous construisons sur le point de vue défense, sur le point de vue société, pour résoudre ce genre de problèmes. Donc, moi, personnellement, par rapport à tous les candidats qui sont passés ici à Goma, je me rends compte que nous sommes vraiment distraits. Parce que on a tendance à avoir les dirigeants qui ne semblent pas être aux aptitudes du grand Congo, le Congo puissant. Parce que le Congo, François nous l'a dit, ça a la forme d'un réseau vert dont la gâchée se trouve en RDC. Donc c'est impuissant montrer au monde que la RDC peut faire développer l'Afrique tout entière. Donc nous devons avoir des dirigeants, même maintenant des candidats capables d'avoir cette inspiration de grande puissance. Pas capables de se recroqueviller aux événements posés par certains individus. Moi personnellement je trouve que c'est un faux débat. Ils doivent être capables de nous proposer des idées concrètes qui peuvent nous faire sortir de ces gouffres de calvaire dont nous se trouvons actuellement. Mais Monsieur Radjabou, nous sommes sans ignorer que nous sommes sous régime exceptionnel de l'état de siège. Mais les guerres continuent à s'enregistrer. J'y reviens également. Encore une fois, nous sommes dans la période électorale. Un mot par rapport à cette situation également. Par rapport à cette situation, c'est là où moi personnellement je regrette la politique de nos dirigeants personnellement. C'est une politique politicienne. Donc ce n'est pas une politique des hommes d'État. Nous, à notre temps, on a eu à décrier sur l'inefficacité de l'état de siège. Parce que quand l'état de siège vous présente des résultats du point de vue économique, et pourtant c'est une situation exceptionnelle, venir résoudre les problèmes sécuritaires, ça c'est un faux fuyant. Ça c'est un échappatoire. Et encore moins à cette période électorale où nous devons avoir toutes les libertés possibles, mais on laisse que des libertés circonscrites dans la zone de la campagne, et pourtant d'autres faits posés par des citoyens sont tapés d'interdiction. Donc on comprend que les politiciens sont capables, pour rien que pour leurs intérêts, d'adapter cette mesure, parce qu'ils savent que c'est pour leurs intérêts de renouveler un mandat, on adapte la mesure. Mais quand le peuple pleurait, on a été incapable même de nous laisser le temps de marcher pour l'eau. L'eau, l'électricité, le logement, dans la Constitution, c'est un droit à tout citoyen congolais. Quand on a marché pour ça, on a été arrêté. Mais quand il s'agit des campagnes électorales, ce sont des foules qui sont en train de déranger. Quand il s'agissait de faire des marches et des conscientisations sur l'agression rwandaise, on nous interdisait ce genre de marches. Mais comme ce sont des campagnes populistes pour renouveler leur mandat, on leur donne choix qu'ils puissent se mouvoir. Et c'est là où nous constatons encore une fois une erreur
hein, du point de vue constitutionnel, parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre par rapport à cette mesure. C'est comme si on avait requalifié l'état de siège. Et pourtant, par rapport à la table ronde, la majeure partie, c'était qu'on lève l'état de siège. Mais voir un gouverneur militaire rester en cette période où on allège certaines mesures du point de vue liberté, par exemple en ce genre de fait des campagnes électorales, c'est comme si on a requalifié l'état de siège. On maintient l'état de siège, quoique les résultats mitigés. Mais parce que aussi nous parlons de cet état de siège, la question qui vient de s'ajouter, nous avons vu le gouverneur civil être voté, il y a le gouverneur militaire qui était venu sous le régime de l'état de siège. Après un moment, il a été remplacé, bien que celui qui est là joue l'intérim. Il y avait le président de la République qui avait nommé d'autres maires de ville, administrateurs de territoires civils. Est-ce que ce n'est pas une cacophonie? Faire des choses et leur contrer. Oui, c'est ça la politique politicienne, la politique des tendances. Donc moi personnellement, voilà pourquoi nous pensons que nous devons avoir des dirigeants capables de discuter des idées. C'est les idées qui doivent nous gouverner. Sinon, parler des individus, ça devient un problème. C'est dans ce sens que quand nous sommes attaqués à l'état de siège face à son efficacité, on ne s'est pas attaqué contre les opérations militaires. Non, nous avons soutenu les opérations militaires des FARDC. Mais on s'est attaqué à la manière de gérer la province par une situation exceptionnelle qui ne collabore pas directement avec la population, qui ne rend pas compte et qui est incontrôlable. Voilà le président de la République à un certain moment, on a nommé le maire de la ville civile, le bourgmestre civil, qui jusqu'à présent n'ont jamais pris fonction. Et pourtant, dans moins de 14 jours, on aura élection. Donc, cette mesure aurait abouti à quoi? Donc, c'était comme si c'était une façon de distraire l'opinion, pensant qu'on va donner certaines attributions aux civils. Fort malheureusement, c'est juste pour faire passer le temps. Là, on va déjà aux élections. On se pose la question, pourquoi on aurait pris ces mesures? Donc voilà, une fois de plus, ce genre de confusion qui nous ont poussés, et d'ailleurs qui font l'objet de notre élite citoyenne, parce qu'on s'est dit, si tout le monde peut se taire, nous, on ne doit pas se taire, parce que la nation nous appartient à tous, et les pouvoirs qu'ils sont en train d'exercer émanent du peuple, nous, et donc ils nous doivent une redevabilité à tous les niveaux. Parlons de nos jeunes Ouazalendou qui continuent à mourir, mais nous apprenons qu'ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement. Et aujourd'hui, encore une fois, dans le Massissi, il y a une nouvelle agression. Le Ouazalendou, les jeunes patriotes qui se donnent sans assistance. Comment vous voyez également cela? Par rapport à nos frères Ouazalendou, personnellement, c'est avec un cœur très ouvert que nous leur transmettons un mot de courage, parce que la lutte qu'ils font, c'est la même lutte que nous faisons dans la rue, dans les réflexions, en production de notes de réflexion, mais ils sont partis au-delà de ça par l'esprit patriotique qui les appelle à défendre l'intégrité territoriale. D'ailleurs, lors de l'adresse du chef de l'État, il leur est venu sur ça. Mais une chose aussi devient hypothétique, que vous acceptez, vous comprenez, et puis vous encouragez, mais vous ne donnez pas les moyens de l'action à la personne. C'est une confusion. C'est connu de tous que ces gens sont performants sur terrain, mais tout ce qui leur manque, c'est un appui, n'est-ce pas, significatif. En matière de défense, je reste encore très limité, parce que pour des questions de défense, ce sont vraiment des questions d'État. Mais néanmoins, par rapport à nos suggestions, nous demandons au gouvernement d'être conséquent par rapport à leur engagement, parce que quand quelqu'un se sacrifie, c'est une vie qu'il met en jeu, c'est quelque chose, c'est le plus grand en fait, sacrifice patriotique que peut donner un citoyen. Surtout qu'ils le font, ce n'est pas parce qu'ils sont pris en charge institutionnellement par l'État, parce que nous savons qu'il y a l'armée qui existe. Au-delà de l'armée, il y a ces jeunes-là qui répondent à l'appel patriotique de la Constitution de défendre l'intégrité, qui viennent en appui. Mais comme ils viennent en appui, d'une manière ou d'une autre, leur prise en charge est très essentielle. C'est très important parce que l'après-guerre aussi existe. Si ces gens ont été pris en charge, l'après-guerre permettra que ces gens aussi deviennent organisés. D'ailleurs, c'est dans ce sens que nous parlons de la loi des réserves d'armée qui
que nous attendons toujours pour voir quelle sera l'issue de nos frères. Parce qu'après la bataille, c'est une vie qui continue. La guerre va passer, mais tous ces gens qui se sont engagés, les gouvernements doivent penser par rapport à eux. Nous avons vu ici les politiciens penser à leurs militants. Mais quand il y a des jeunes qui sont partis sans tendance politique, ils doivent être aussi conséquents à penser à leur avenir. C'est très important. Voilà, ils ont le soutien du peuple, nous les encourageons. Ce qu'ils font, ils ne sont à rien dans le faux. Ils sont dans les vrais. C'est comme un fils qui défend son père qui est vieux face à une agression. C'est légitime et légal. La Constitution le permet, dit, nous devons défendre l'intégrité territoriale. Donc, et c'est dans ce sens que ce qu'ils font s'inscrit dans la vision de la Constitution, dans l'éthique, dans la conscience et dans l'humanisme. Voilà, pour terminer, peut-être, contrairement aux élections, aux échéances de 2018, où Beni Yumbi était écarté des élections, aujourd'hui c'est Rutshuru et Masisi dans le Nord Kivu. Qu'est-ce que vous avez comme message à adresser à ces populations qui sont écartées injustement par ce processus électoral et qui verront leurs députés, avec leur bilan, bien évidemment, pour continuer à exercer sans leur mandat? À la population de Rutshuru et Masisi, c'est avec cœur plein de tristesse que nous adressons ces messages parce qu'ils traversent des situations très exceptionnelles. Encore là, ils sont déplacés, les gens ont laissé leurs investissements, les gens sont très frustrés. Et au-delà de ça, lorsqu'il s'agit des questions de représentation légitime démocratique, ils sont exclus à cause des événements comme la guerre. C'est là où nous demandons au gouvernement de faire tout le nécessaire pour que nous puissions recouvrer l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national, permettre à nos frères et compatriotes de Rutshuru d'avoir des élus légitimes qui peuvent siéger pour leurs questions. Parce qu'il est connu de tous dans le format démocratique, notre représentation par les élus fait que nos problèmes peuvent remonter. Et surtout que la plupart de ces élus-là ont eu largement des bilans mitigés. Il est très important de faire ce renouvellement de confiance à travers les élections. Cette situation, c'est vrai, ça leur met dans une dimension très exceptionnelle, mais qui n'est pas souhaitable. D'où l'intérêt que nous tous nous puissions nous liguer derrière notre FARDC, finir avec la guerre et que le gouvernement soit conscient de donner ces droits-là inaliénables de vote à la population de Rutshuru et de Masisi. Ils sont congolais comme les Congolais à Kamina, ils sont congolais comme des Congolais à Kinshasa, ils sont congolais comme Congolais à Lubumbashi, ils ont le même droit.